Ciné 1938. J'ai vu Marius et Silla. Marius, c'est Mussolini. Silla, Hitler. Impression première surprenante de Marius, grotesque et très laid. Il marche comme un pantin, avec rotation et mouvement oblique de la tête, qui voudrait minimiser sa facilité, mais qui sont seulement gauches et sinistres. Il ferme les yeux, sourit, joue continuellement une comédie puérile. Il s'arrête devant la reproduction de la monnaie célébrant les ides de Mars, longuement, pour qu'on le voie. Puis il prononce le nom de Brutus avec un sourire de commisération, accueilli par les rires des autres. Il a la présence antipathique des maquignons pleins de morgue parce qu'ils savent qu'ils sont les plus habiles au marché au bétail et qu'ils ont de gros portefeuilles. Silla est, à première vue, moins répugnant, allongé, ordonné, presque modeste, presque servile aussi. Une personnalité de sous-fifre, quelque chose comme un contrôleur de tramway. Son visage est flétri, au contraire de Marius qui a un visage enflé, luisant, avec l'eau grasse. Marius est plus humain, plus serein, mais aussi plus arrivé. Silla, dans un certain sens, cherche encore son piédestal. Je m'appelle Ranuccio Bianchi Bandinelli. Je me suis promis de noter les impressions soir après soir que j'aurai au fil des jours durant lesquels j'accompagnerai Hitler dans le musée de Rome et de Florence. Marius, Silla. La répugnance tant répandue a prononcé et écrire le nom Hitler et Mussolini me fait choisir, je ne sais comment, ce pseudonyme. Peut-être juste parce que Marius commence par un M, et parce que Silla a une terminaison féminine, étant donné l'incertitude sexuelle du personnage. En mars 1938, alors que j'habitais à Florence et enseignais à l'université de Pise, je reçus un télégramme du ministère de l'Instruction publique, Direction générale des arts, m'appelant à Rome. Je croyais qu'on me convoquait parce que j'avais participé à certaines polémiques artistiques dans ma ville natale. Je répondis que je viendrais plus tard de façon à ne pas manquer mes cours.
Arrivé au ministère, on m'introduisit auprès d'un haut fonctionnaire que je voyais pour la première fois et qui m'expliqua qu'en raison de ma connaissance de la langue allemande et de mes intérêts qui excédaient de loin l'architecture, il avait pensé à moi pour accompagner Hitler et Mussolini dans les musées et les monuments de Rome et de Florence. Je me défendis aussitôt de posséder un tel talent, d'en être si peu doué qu'il disparaîtrait devant des gens pour lesquels je n'éprouvais ni sympathie ni estime. Ce qui est vrai, car à ce moment-là, beaucoup de mes amis et de mes parents allemands avaient déjà pas mal souffert du régime nazi. J'imaginais que dans un régime policier comme celui de Mussolini, une telle déclaration suffirait à me disqualifier ou à me faire apparaître du moins comme quelqu'un de suspect pour ce genre de mission. Mais ce haut fonctionnaire que j'avais devant moi, qui tenait moins du fasciste fanatique que du fin connaisseur des spaghettis à l'arrabbiata, ne se formalisa pas. Il s'agit pour nous de présenter la culture italienne sous son meilleur jour et nous cherchons depuis des semaines un nom à proposer au ministère des Affaires étrangères. Je citais alors des collègues qui me semblaient tout à fait indiqués, y compris d'un point de vue politique, mais leur nom avait déjà été évoqué et écarté, de sorte que je ne pus rien arracher de mieux qu'une promesse sans grande valeur que l'on essaierait de m'épargner cette corvée. Je ne fus donc pas surpris de recevoir, 8 jours plus tard, une nouvelle invitation à Rome, mais cette fois auprès du chef de cabinet, qui usa, lui, de manière nettement plus expéditive. Devant mes objections renouvelées, il me rappela que j'étais agent de l'État. Et que dans ce cas, l'affaire peut se régler très vite. On vous a demandé un service, on peut vous donner un ordre. C'était un langage qui me convenait. Quand on me donne un ordre, j'obéis. L'ordre arriva, daté du 2 avril 1938. Là, je vous épargne le récit de toutes les anecdotes qui pourraient illustrer le mélange de désorganisation, d'envie mesquine et d'incompétence qui caractérisait déjà à l'époque le fonctionnement des ministères italiens. Le programme des journées officielles bourré de fautes d'allemand, mes courses à travers les musées pour me rafraîchir la mémoire, celle de leur directeur pour tout ravaler à la va-vite et leurs soupçons à la vue de mon ordre de mission, la question de mon costume, pour lequel je dû courir là aussi m'acheter au dernier moment une tenue noire assez miteuse, et le fez le moins fanfreluché, le regard halluciné de Cortini, le ministre-chef du protocole, face à mon refus de la décoration allemande qui me revenait d'office, alors que ce M. Cortini croulait depuis des semaines sous des demandes d'aigle, de croix et de rubans honorifiques dont il ne put s'empêcher, in fine, de m'en couper un morceau, etc., etc., etc. Et la situation actuelle en Italie n'est pas si éloignée d'ici différente pour que de tels souvenirs accèdent à la dignité de faits historiques. Dès que la nouvelle de la visite d'Hitler en Italie fut officielle, Florence, où j'habitais, se transforma en un vaste chantier. Avant de repaver les rues, on rénovait le réseau des égouts qui attendait depuis longtemps par manque de fonds. Ce qui faisait dire aux Florentins qu'on creusait des tranchées à l'approche des Allemands, ou bien encore qu'on pratiquait des fouilles à la recherche du fameux axe Rome-Berlin et qu'on l'avait déterré via des... qu'on pratiquait des fouilles à la recherche de l'axe
Rome Berlin et qu'on l'avait exhumé, via dei malcontenti, rue des mécontents. On ravalait immeubles et palais, Dieu merci, de façon peu durable. On reprenait avec du ciment, les cimaises en marbre gris, des parapets sur les quais de l'Arno, mutilant au ciseau la pierre érodée par le temps, comme si on avait honte que Florence ne présentât pas un visage de station climatique suisse et que de tels détails puissent sauter aux yeux d'un visiteur de passage en voiture pour quelques heures. On restaura aussi la vénérable façade du Ponte Vecchio et sa célèbre galerie, ce qui peupla mes insomnies et mes rêves de scénarios où il semblait facile de lancer à travers les ouvertures de cette galerie une ou plusieurs bombes au passage de l'invité. C'était pure fantaisie, je sais bien, mais j'ai appris plus tard que cette galerie du Ponte Vecchio avait donné bien du souci à la police nazie. Le voyage d'Hitler en Italie. Il viaggio del Führer en Italie. C'est un livre que j'ai découvert il y a quelques années à Rome, dans une petite librairie de la via Mazzini. Piazza Mazzini, c'est près de la Grande Poste. C'est une toute petite librairie qui est tenue par un monsieur qui s'appelle monsieur Offidani depuis une cinquantaine d'années. Et c'est vraiment minuscule, il y a des livres du sol au plafond, mais on a l'impression qu'on se trouve là tous les livres du monde. On dirait une caverne de papier. Et le livre était posé par terre, comme là, Dal Diario di un Borghese, le livre de Bandinelli. Je suis reparti avec et je ne l'ai lu que quelques mois plus tard. Et dès que je l'ai lu, j'ai été tout de suite captivé par le témoignage de Bandinelli sur ces deux personnages, qui ne m'apparaissaient plus du tout comme des figures du mal, des symboles un petit peu incompréhensibles, mais plutôt comme deux êtres d'une grande insignifiance, des êtres totalement insignifiants. Si l'occasion ne s'était jamais présentée d'organiser et d'exécuter à coup sûr un attentat, c'était bien le moment. Un inconnu de l'entourage officiel, jugé au-dessus de tout soupçon parce que chacun supposait que les autres le connaissaient, allait côtoyer librement les deux dictateurs, s'asseoir avec eux à l'arrière du véhicule, alors que le colonel de l'escorte prendrait place à côté du chauffeur. Et cet individu qui aurait donc toute l'attitude pour établir le trajet du véhicule, voire ordonner qu'on ralentisse son chemin, sous prétexte d'admirer un monument ou un panorama, jamais la police ne se soucierait de le contrôler. Jamais la police ne se soucierait de le contrôler. Je vérifie à partir de là si j'étais surveillé, moi, mon domicile, si j'étais suivi, sans résultat. Dans les jours qui ont précédé la rencontre, je me suis affiché en compagnie d'antifascistes notoires, rien moins que sur la Piazza Venezia, en plein centre de Rome, et dans les restaurants tout autour, sans résultat. La police ne s'occupait pas de moi, pas même pour la forme. Tout était possible. Tout était possible. Mais j'étais un antifasciste théorique, sans directive politique, sans direction précise, sans programme. Les antifascistes que je fréquentais étaient comme moi, aucun d'eux ne connaissait, ou du moins ne montrait qu'ils connaissaient l'existence d'un parti communiste clandestin qui, malgré les persécutions, avait gardé son réseau et ses dirigeants. Aucun n'avait de visée politique concrète. Beaucoup d'entre eux disaient même en riant, lorsqu'ils apprenaient ma mission, que c'était l'occasion rêvée pour un attentat, mais personne n'y croyait. Personne ne savait que dans les mêmes semaines à Berlin, tout était prêt pour un putsch organisé par ces mêmes généraux et fonctionnaires allemands qui attendraient finalement le 20 juillet 1944 pour échouer lamentablement dans leur tentative. Ces gens à Berlin, comme les antifascistes théoriques italiens, ne savaient ni prendre une décision, ni fixer un plan d'action ou un programme politique constructif. Alors qu'il aurait suffi
d'un contact avec eux pour accélérer leurs décisions. Car c'est vrai, jamais une occasion pareille ne s'était présentée. Jamais une occasion pareille ne s'était présentée. Aujourd'hui, je crois que le cœur du problème était que tous les conjurés, réels ou potentiels, appartenaient à cette classe sociale qui a prouvé trop souvent qu'elle n'avait plus aucune capacité à infléchir l'histoire. D'ailleurs, l'histoire se laisse-t-elle infléchir? Tel était pour moi, en ces journées, le doute le plus insistant et le plus dévastateur. Il fallait compter avec la peur pour sa personne, car on jouait sa vie dans l'aventure. C'était évident que j'envisage l'intervention de tierces personnes contre les véhicules. Que j'envisage l'intervention de tierces personnes contre le véhicule, ou que je me barre de l'explosif, mais qui me les fournirait? Et trébuchant sur le marchepied au moment de monter dans le véhicule, que je m'affale sur les deux hommes assis de l'autre côté du strapontin, ou que j'actionne tout simplement un contact sous ma veste pour déclencher une explosion, dans tous les cas, j'y perdais la vie. La belle affaire si le jeu en valait la chandelle, mais la question se présentait à moi sous cette forme captieuse: le jeu en valait-il la chandelle? Depuis longtemps, la Seconde Guerre mondiale m'apparaissait comme une nécessité historique. À cette époque, on pouvait encore cultiver l'illusion qu'elle ferait éclater les problèmes européens, à savoir la question du socialisme au pouvoir dans toute l'Europe comme présupposé d'une union future. La disparition violente des deux dictateurs empêcherait-elle cette guerre qui semblait imminente? Probable, mais si cette guerre était une nécessité historique, n'était-il pas préférable qu'elle vînt plus vite? Et les peuples à qui on aurait épargné destruction et carnage pour quelques années, comprendraient-ils à quel danger ils avaient échappé? Ou bien ne trouveraient-ils que des mots de compassion pour les victimes? Et les deux régimes, même décapités, ne resteraient-ils pas en place, puisque aucune relève politique ne semblait prête? Telles étaient, je le dis, je le répète, et j'en ai vraiment honte, les réflexions qui m'agitaient. Tels étaient mes états d'âme de comploteurs ténébreux et impuissants, conscients au fond de l'inutilité de ces plans et convaincus qu'il ne se passerait rien, alors qu'une impulsion extérieure aurait rendu les choses possibles. Mais, et c'est la conclusion à laquelle je tendrai et qui pourrait intéresser les amateurs de psychologie, du jour où je me suis assis sur le strapontin à côté de ces deux personnages, aucune de mes élucubrations, aucun de mes projets ne m'a plus effleuré. La mémoire ne m'en est revenue qu'après coup. Si j'ai voulu rappeler ce dilemme, ce n'est pas pour me montrer sous un mauvais jour, mais c'est parce que je le considérais comme typique d'une situation commune à l'Italie et à l'Allemagne, et qu'on retrouve sans doute partout où des conditions semblables sont réunies. Au même moment, à Berlin, les conjurés de Van Oster s'abstenaient d'agir eux aussi, doutant que l'heure fût venue et que le peuple comprit leurs gestes. Tout ça, c'est au fond l'impossibilité des bourgeois à secouer, en l'absence d'une forte sollicitation extérieure, l'indifférence dans laquelle leur fatigue séculaire les a plongés. Tout ça, c'est au fond l'inutilité des actions individuelles. En revanche, ma curiosité restait vive de voir de près ces deux personnages pour me forger, grâce à cet imprévisible concours de circonstances,
une impression directe qui ne serait déformée ni par la haine, ni par l'empressement servile, et élaborer un témoignage personnel qui m'était d'autant plus précieux que, désireux avant tout de comprendre mon époque, j'avais choisi depuis longtemps de figurer au nombre des spectateurs, au nombre des spectateurs et non des acteurs. De figurer au nombre des spectateurs et non des acteurs. À la fin de sa déposition, au lieu de ressortir par la porte des témoins qui se trouvent derrière elle, Marie-Claude Vaillant-Couturier s'avance d'un pas décidé vers les accusés. Il y a un moment de stupeur. Elle se plante devant eux et les regarde droit dans les yeux. Ça me paraissait presque irréel. Et puis en même temps, une des choses qui avait fait que nous avions essayé chacune d'entre nous et chacun d'entre nous de le tenir au maximum, c'était l'idée, il n'est pas possible que nous mourions tous comme des rats et que nous soyons témoins de choses aussi atroces et que le monde l'ignore. Alors, je me disais, nous vivions avec l'idée, il faut que quelqu'un sorte vivant d'ici, il faut que ça se sache. Il faut que le monde le sache, ce que c'était que le nazisme et jusqu'où il a pu aller. Et ben, le tribunal de Nuremberg, c'était l'occasion suprême de le dire au monde. Je crois que quand vous êtes passé devant les accusés, ils ont eu peur que vous fassiez un esclandre ou quelque chose. Non, je sais que, parce que je l'ai su par les journalistes, qu'il y avait eu une certaine émotion parce que je suis passé très très lentement. Et ils ont eu peur, effectivement, que je fasse un esclandre, mais telle n'était pas du tout mon intention. Je voulais simplement les regarder, voir de près comment pouvaient être des hommes capables d'avoir accompli de tels crimes. Et je voulais en même temps qu'ils voient, que eux me voient, et qu'ils sachent que, par mes yeux, c'était les millions de victimes qu'ils avaient exterminées, des hommes, des familles, des enfants, qui les regardaient et qui les jugeaient. Vendredi 6 mai 1938. Ce jour-là, Hitler, accompagné de Mussolini, doit visiter l'exposition Romanité et je ne suis là qu'en renfort. Je peux ainsi observer d'assez près ces deux personnages, mais en jouissant d'une petite distance et noter ensuite mes impressions dans mon carnet. Hitler était venu avec une délégation importante. Seul Göring était resté à Berlin. Il y avait Goebbels et Ribbentrop, Himmler, Hess, Frank, le Gruppenführer Wolf, Hamann, Bruckner, Keitel, le Gauleiter Bolle, un certain Dietrich chargé des relations avec la presse et Sepp Dietrich, commandant SS. Et moi, je me retrouvais dans le même groupe que le docteur Karl Brandt, médecin d'Hitler et d'autres personnalités, tout en uniforme. Je ne me souviens plus d'ailleurs si ce docteur Brandt appartenait au SS. Il me semble que oui. De tous les jeunes citoyens de cette nouvelle Allemagne que j'avais rencontrés, c'était lui sans nul doute le plus fanatisé. Il avait toute familiarité avec ces idées qui nous parvenaient et auxquelles nous avions du mal à prêter foi, car nous les estimions, du moins en partie, fruit de la propagande adverse. Et lui, il les reprenait à son compte sans trembler. Au fond, ce n'étaient même pas des idées.
La plupart étaient des citations de Mein Kampf, l'évangile nazi, mais des citations qui, traduites dans la réalité, ruisselaient de sang et de larmes. Élimination des enfants trop faibles! Ah! Élimination des malades mentaux! Ouais! Décision évidente pour tous les grands invalides de guerre de se supprimer afin de contribuer, une fois de plus, à la reconstruction de l'Allemagne à court de vivres! Ouais! Et surtout, abolition du christianisme! Dans son journal intime, Bandinelli note qu'il n'a pas été surpris de lire en 1947 que ce docteur Karl Brandt a été condamné pour crime de guerre. Il s'était rendu coupable d'expériences cruelles sur les hommes et les femmes dans des camps de concentration. Ce discours contre le christianisme, je devais le réentendre dès le lendemain, de la bouche d'Hitler lui-même, au musée des Thermes de Dioclétien, devant un sarcophage paléochrétien exposé au jardin. Hitler y comparait le style qui s'y exprimait à celui sécessionniste et expressionniste que j'ai banni d'Allemagne. C'était jusque dans les impropriétés du langage, la formulation textuelle d'un des versets de l'évangile nazi. Le christianisme détruisit Rome alors qu'il ne devint universel qu'à travers Rome. Mussolini écoutait en hochant la tête. Sa réserve lui était peut-être dictée par le respect du concordat. Et à cette occasion, j'assistais pour la première fois à une technique particulière d'Hitler. Quand ce que je lui exposais l'intéressait particulièrement, il le reprenait pour édifier son entourage. Voyez, messieurs, voyez, il commençait toujours comme ça. Et il répétait ce que je venais de dire, mais déformé et remodelé de façon à illustrer une de ses idées préconçues. Là encore, Bandinelli note dans son journal intime qu'il avait été surpris quelques années plus tôt de constater que cette même mentalité un peu puérile et fantaisiste l'avait déjà frappé chez l'empereur allemand, Guillaume II, le Kaiser Guillaume II, celui qui a dit en 1914 « la guerre sera fraîche et joyeuse ». Et alors il note dans son journal, Bandinelli, qu'il est impressionné de constater que ce peuple allemand, qui possède tellement de qualités, finit toujours par écoper de chef de cet acabit. C'est ainsi que dans ce même musée, devant les orfèvreries de Casteltrosino, que j'avais définies comme barbares, en expliquant que c'était le premier témoignage de l'installation de populations germaniques en Italie du Nord, Hitler fit observer certains motifs décoratifs. On les retrouve partout, dans tous les objets nordiques de la Scandinavie, aux Alpes. Il existe des livres sur ce sujet, je les ai vus. Nous avons ici des décorations typiquement nordiques, et là des décorations typiquement classiques de la civilisation méditerranéenne, dont nous savons que le centre de rayonnement fut la Grèce. Pour les décorations nordiques aussi, sans doute, il n'a existé qu'un centre de création et d'irradiation primitif, mais nous ne pouvons le situer avec exactitude. L'hypothèse s'impose donc d'un continent disparu, berceau de cette civilisation, l'Atlantide. Mussolini, qui avait écouté attentivement, répétait l'Atlantide, l'Atlantide, l'Atlantide. Et pour sortir de cette salle des antiquités barbares, il fallait parcourir un long couloir étroit. Hitler marchait devant, Mussolini derrière, et moi je suivais. Et Mussolini ressassait toujours sur l'Atlantide, 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 tout en me regardant comme pour me demander mon avis. Je lui expliquais que c'était une hypothèse qui n'allait pas très loin, parce qu'elle ne fait que remplacer une interrogation par une autre. Mussolini acquiesça la tête tout en effectuant de son index tendu des signes de dénégation dans le dos d'Hitler. Il n'était pas convaincu. Les rapports entre les deux hommes étaient singuliers, il était évident qu'ils ne se plaisaient pas. Hitler, volontiers déférent, se montrait parfois servile, mais jamais amical. Mussolini, en revanche, traitait son invité avec désinvolture, parlant un allemand assez fluide, quoique marqué tout de même d'un fort accent romagnol, l'accent de sa région natale, l'Émilie-Romagne. En sortant de ce musée des Thermes, après un coup d'œil à la maquette reconstituant l'immense édifice antique, Mussolini s'approche de moi et me demande si le nom de l'architecte est connu. À ma réponse négative,
il s'exclame. L'architettura è sempre anonima. Terme di Diocleziano, Terme di Caracalla, Foro di Cesare, Foro di Augusto, Panteone d'Agrippa, Panteone... E oggi tutti questi architetti vorrebbero lasciare dappertutto il loro cartellino. Une fois dans la voiture, il veut répéter tout ça en allemand à son voisin. Avec son air absent, Hitler objecte. Pourtant, on connaît des noms d'architectes de l'Antiquité. On connaît l'architecte des Propylées sur l'acropole d'Athènes et Phidias pour le Parthénon. D'un regard pathétique, Mussolini m'appelle au secours et me pousse en effet à penser « Pauvre bougre, on va lui donner ce qu'il veut !» Avec mon plus beau sourire, je me penche vers Hitler et je me lance. Exact, monsieur le chancelier. Mais monsieur le chancelier se réfère au monde grec, où avait cours le culte de la personnalité. Maître Hélène, vous pensiez au monde romain, où la personnalité s'efface devant la majesté de l'Empire. Remarque d'une totale débilité, qu'un des deux camps accueille avec satisfaction, tandis que dans l'autre, Hitler reprend. Pourtant, Vitruve, alarmé Mussolini, Vitruve, Vitruve, Vitruve. Pas de panique, je reprends. Vitruve, dis-je, n'a laissé aucun édifice auquel nous puissions attacher son nom. Nous le connaissons seulement parce qu'il est l'auteur d'un célèbre traité d'architecture. L'honneur est sauf. De Vitruve, architecte sous buste et d'Auguste, hop, on se met à parler du Panthéon. Hitler cite ses dimensions et ajoute, comme pour se justifier, c'est un sujet que j'ai étudié particulièrement. Et il enchaîne sur la nécessité de reconstruire Berlin, car on y manque de bâtiments administratifs. La Prusse était un petit État et les infrastructures actuelles sont insuffisantes pour mon projet de Großdeutschland. Großdeutschland, eine Großdeutschland. Pour mon projet de Groß, une Groß, eine Großdeutschland, eine Großdeutschland sont insuffisantes. Walking through Rome, je marche à travers Rome, with my heart, avec mon cœur. Dear God, please help me. I'm so very tired. Et je suis si épuisé. Please help me. There are explosive kegs between my legs, dear God. Please help me. Dear God, did this kind
Nous voici maintenant Via Veneto. Au moment où nous passons devant un groupe de femmes très élégantes, Hitler suspend sa conversation sur l'architecture pour s'exclamer « Schöne Frauen », « belle femme ». Et il a beau faire claquer sa langue contre son palais comme s'il les savourait, son ton est détaché. On sent qu'il se plie à l'un des clichés inévitables du voyage en Italie. Et il ajoute en effet que si les Italiennes ont autant d'allure, c'est parce qu'elles ont l'habitude de porter des paniers sur la tête. Ce qu'il a sans doute lu dans un guide touristique du XIXe siècle, mais qui convient assez mal aux promeneuses très coquettes de la Via Veneto. Il salue aussi la tenue impeccable des troupes pendant la revue. Cela fait plaisir à son hôte, il le sait, et en effet Mussolini s'anime et dans un rire terrible déclare que les journaux anglais et français ne cachent pas leur rage devant la démonstration de force donnée la veille avec la parade navale de Naples. Ormai, anche sul mare, l'Inghilterra è finita. Voilà qui me coupe le souffle. Cet homme prend donc pour argent comptant toutes les salades que lui débitent ses radios et tous les plumitifs à sa botte. Ce n'est pas seulement de la propagande, il y croit vraiment. J'ai alors pensé, nous sommes perdus, nous sommes vraiment perdus. Cet homme va nous jeter dans une guerre contre l'Angleterre en étant convaincu en plus de la gagner. La foule en liesse de la Via Veneto distrait opportunément mes deux interlocuteurs et me donne le temps de reprendre mon souffle avant notre arrivée au musée de la Villa Borghese. J'aurais été en effet incapable d'aligner deux mots, même en plaisantant, sur la majesté de l'Empire. Il y avait un autre ministre de Mussolini qui s'appelait Ciano et qui tenait également un journal intime, pas aussi riche que celui de Bandinelli, mais il a noté que si les Romains et les Florentins ont acclamé extraordinairement Hitler et Mussolini, les Napolitains étaient plus tièdes. Ils avaient surnommé Hitler le Reuccio, le petit roi. Alors on a beau se moquer des Napolitains qui ont idolâtré Maradona, au moins eux ils n'ont pas acclamé comme les autres Hitler et Mussolini. Unser Führer ist ein großer Künstler. Unser Führer ist ein großer Künstler. Notre Führer est un grand artiste. Notre Führer est un grand artiste. Notre Führer est un grand artiste. Unser Führer ist ein großer Künstler. Unser Führer ist ein großer Künstler. Moi, je pensais au Manet, au Cézanne et au Van Gogh, bannis des musées allemands comme exemple pernicieux, et à l'engouement du grand artiste pour des nus à l'obscénité mielleuse du professeur Ziegler, dont Hitler estimait que le tableau, la Terpsichore, méritait d'être accroché avec des chaînes d'or. La Terpsichore, présentée à Munich en 1937, méritait d'être accrochée avec des chaînes d'or. Méritait d'être accrochée avec des chaînes d'or. Avec des chaînes d'or. D'être accrochée avec des chaînes d'or. Frido Lampe était né à Brême en 1899. Il avait fréquenté l'université d'Heidelberg. Il avait travaillé à Hambourg en qualité de bibliothécaire et commencé là son premier roman, Au bord de la nuit. Plus tard, il avait été employé chez un éditeur à Berlin. Il était indifférent à la politique. Lui, ce qui l'intéressait, c'était de décrire le crépuscule qui tombe sur le port de Brême.
la lumière blanc et lilas des lampes, les matelots, les catcheurs, les orchestres, la sonnerie des trams, le pont de chemin de fer, la sirène du steamer et tous ces gens qui se cherchent dans la nuit. Son roman était paru en octobre 1933, alors qu'Hitler était déjà au pouvoir. Au bord de la nuit avait été retiré des librairies et mis au pilon, tandis que son auteur était déclaré suspect. Il n'était même pas juif. Qu'est-ce qu'on pouvait bien lui reprocher? Tout simplement la grâce et la mélancolie de son livre. À la fin de la guerre, au moment de l'avance des troupes soviétiques, il habitait la banlieue de Berlin. Le 2 mai 1945, dans la rue, 2 soldats russes lui ont demandé ses papiers, puis ils l'ont entraîné dans un jardin et ils l'ont abattu, sans avoir pris le temps de faire la différence entre les gentils et les méchants. Des voisins l'ont inhumé un peu plus loin, à l'ombre d'un bouleau, et ont fait parvenir à la police ce qui restait de lui, ses papiers et son chapeau. Unser Führer ist ein großer Künstler. Notre Führer est un grand artiste. Notre Führer est un grand artiste. Notre Führer est un grand artiste. En 1944, dans un camp de concentration en Hongrie, un match de football a été organisé par le commandant du camp entre des soldats allemands et des joueurs hongrois, des joueurs de football hongrois qui se trouvaient emprisonnés dans ce camp. Il a été demandé aux joueurs hongrois de laisser gagner les Allemands sous peine d'être fusillés après la partie. La partie a commencé et c'est ça le jeu et la gloire du football. Les bons joueurs de football ne peuvent se résoudre à jouer mal, donc les joueurs hongrois ont bien joué et ils ont tous été fusillés après la partie. Parce qu'évidemment, ils ont gagné très largement ce match. Unser Führer ist ein großer Künstler. Notre Führer est un grand artiste. Notre Führer est un grand artiste. Si au musée des Thermes, devant la sculpture classique, Hitler avait réagi de façon convenue, j'étais vraiment curieux de le voir se confronter à la grande peinture au musée de la Villa Borghese. Ses goûts étaient académiques. Il était incapable d'apprécier Botticelli ou Carpaccio, et les primitifs italiens étaient évidemment totalement étrangers. Mais il ne saisissait pas la valeur artistique des tableaux qu'il appréciait. Comme tous les profanes, il admirait le sujet, l'habileté technique, la vivacité des couleurs, l'expression psychologique. Rien de mal à cela, puisqu'une règle semble vouloir que tous les hommes politiques soient hermétiques aux arts figuratifs. Et quand on connaît bien les musées, on sait très bien que si tout le monde y fait l'éloge de l'art, fort peu de gens le comprennent vraiment. Mais contrairement à Mussolini, qui, ne cachant pas son désintérêt, traversait les salles sans rien regarder ou s'approcher d'une œuvre pour lire l'étiquette, se planter en face, ventre en avant et l'observer comme si c'était un mur blanc, Hitler aimait réellement les fausses qualités artistiques qu'il repérait. Il en éprouvait de l'émotion, un peu comme un garçon coiffeur à l'opéra quand le ténor pousse son aigu. Pourquoi me rêver? Alors il sortait de l'état de léthargie qui marquait son passage d'une salle à l'autre, dos voûté, buste penché en avant, main gantée de gris, croisée sur son ventre, pouce à la hauteur du ceinturon, et regard humide perdu dans le vague. Souvent c'est admiration se marquait par un râle guttural, une remarque hésitante ou une question formulée dans son allemand dialectal. Et si quelque chose le frappait, il partait au quart de tour comme si on avait appuyé sur un bouton. Voyez, messieurs, voyez, toujours le regard humide perdu dans le vague. Mais son accent dialectal s'atténuait et ses paroles coulaient mieux. En l'approchant ainsi, on découvrait quelqu'un de sentimental
de romantique, de fanatique aussi, mais sûrement pas un homme d'action rusé, prêt à saisir l'occasion favorable pour l'exploiter sans pitié. Contrairement à Hitler, Mussolini semblait offrir une transparence totale jusqu'au fond de lui, où flottait, plus fort que tout, ce désir de plaire qui se manifestait par un histrionisme souvent insupportable. En descendant l'escalier en colimaçon de la Villa Borghese, Hitler s'approche de moi et me demande si le nom de l'architecte est connu. Hitler s'approche de moi et il me dit: si j'étais encore un simple citoyen, je passerais ici des semaines. Parfois, je regrette de m'être consacré à la politique. Et puis, quel soleil ici, chez moi, sur l'Ober-Salzberg. Il neige encore. Et il imagina la possibilité de revenir un jour en Italie, quand tout serait rentré en ordre en Allemagne, de s'installer dans une petite villa dans les environs de Rome et de visiter les musées incognito. Quand il parlait ainsi, on avait l'impression que cet homme aurait pu se lever un matin et dire: ça suffit, je me suis trompé, je ne suis plus le Führer. Devant Mussolini, une telle pensée ne traversait jamais. On le sentait accroché à la réussite et au pouvoir par toutes ses fibres. Et c'était du moins mon impression. Il aurait été capable, pour les conserver, à renier tout ce qu'il avait affirmé jusque-là. En disant cela, tout à l'heure, Hitler avait eu l'air sincère, ou plutôt, l'habitude le poussait-elle à jouer aussi avec moi, à l'homme sincère, épris de tranquillité, rôle qu'il avait souvent interprété auprès des diplomates anglo-saxons, souvent avec succès, allez savoir, en attendant. On ne pouvait s'empêcher de penser avec un frisson que c'était ce même homme qui avait ordonné le massacre du 30 juin 1934, la nuit des longs couteaux, et qu'on peinait à l'imaginer. Il ressort en effet de tout ce qui a été écrit sur Hitler par la suite qu'il excellait dans la dissimulation et la tromperie. Histrionisme patent chez l'un, dissimulation parfaite chez l'autre, voilà quel était peut-être pour ces deux hommes l'instinct fondamental, le moteur. Sui ponti di Roma gli amanti sono tanti, ma quanti nessuno lo sa. E parlano e ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma sono tanti, ma quanti, chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità, parlano e piangono e toccano e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade che a Roma gli
compiono tutte le strade, che a Roma, che a Roma gli amanti sono tanti, ma quanti, nessuno lo sa. chissà. Retour au rez-de-chaussée de la Villa Borghese où l'on offre un rafraîchissement. Dans le salon d'apparat, un buffet pour les accompagnateurs. Dans la petite salle égyptienne, une table dressée pour l'Olympe. Je m'efface au moment de rentrer dans la petite salle égyptienne, mes insignes ministériels m'enjoignent d'y entrer, tandis qu'un autre signe, Mussolini, qui préside déjà la table, m'indique de m'asseoir à côté d'Hitler. Franchement, ma présence parmi ces gens m'est vraiment de plus en plus étrange. À ma gauche, Hitler. À ma droite, Goebbels. Puis Chan. En bout de table, 2 ou 3 personnalités en uniforme que je ne reconnais pas. De l'autre côté de la table, presque en face de Chan, Himmler. Et à l'autre bout de la table, Mussolini débat avec Ribbentrop assis à sa gauche et me fait signe de lui envoyer Galeazzo, qui d'un bond va les rejoindre. Mon rôle consiste bien évidemment à entretenir la conversation avec Hitler et les autres Allemands. Je parle des tableaux que nous avons vus, on parle d'exposition, et Hitler me dit que l'Amérique lui a réclamé une exposition d'art allemand, mais qu'il s'y est personnellement opposé. D'abord, les tableaux risquaient d'être vandalisés par des bolcheviks. Et puis, comment voulez-vous être courtois avec un peuple dont la presse nous attaque toujours aussi bassement? La table est chargée de gâteaux et de friandises, mais Hitler n'accompagne son thé que de biscuits secs peu appétissants qu'on lui a servis à part. La conversation languit, et non sans hésitation, je lui tends une assiette de marron glacé en lui expliquant à sa demande de quoi il s'agit. Il s'agit d'une assiette de marron glacé. Je lui explique à sa demande de quoi il s'agit. Alors, à ce moment-là, Goebbels se penche vers lui et lui dit qu'il s'agit de ces fameux marrons glacés dont Göring est si friand. Chaque fois que Göring vient en Italie, il en achète 2 ou 3 kilos. Et le soir, avant de se coucher, il en pose une douzaine sur sa table de nuit. Et il ouvre grand les fenêtres de sa chambre pour que le froid de la nuit lui enlève l'envie de sortir de sous ses couvertures. Mais les 12 marrons sont vite engloutis. Göring éteint alors la lumière et essaie de dormir. Impossible de fermer l'œil. Après 1 heure de combat intérieur entre la gourmandise et le point d'honneur de ne pas en manger plus de 12, c'est toujours la gourmandise qui l'emporte. Et Göring saute alors de son lit pour aller s'empiffrer les 2 ou 3 kilos de marrons glacés restés dans ses valises en 2 temps 3 mouvements. Tout le monde éclate de rire à cette histoire. Ah, sauf Hitler, dont le sourire vague semble indiquer qu'il a à peine écouté. Informé de la haine que se vouent Goebbels et Göring, il veut peut-être rester impartial. Mais voici que les rires retombaient, la voix atone et flegmatique d'Himmler demande: Ja, Herr Reichsminister, mais dites-nous, Monsieur Goebbels, comment savez-vous cela? Et Goebbels de répondre: parce que je le fais surveiller. C'est une boutade, mais au regard de celui qui avait posé la question, comme de celui qui avait répondu, cette blague commença à résonner de façon vraiment sinistre, et il n'y eut plus grand monde pour en rire, parce que je le fais surveiller. Parce que je le fais surveiller.
programme des affaires étrangères prévoyait pour la matinée du dimanche 8 mai une visite au musée du Capitole, au château Saint-Ange, au Panthéon et au Colisée. Je me souviens qu'Hitler voulut entrer accompagné de moi seul au Panthéon. Il laissa le cortège à sa porte pour mieux percevoir l'espace dans son ensemble. Il y resta un bon quart d'heure en silence et refusa mes explications en me disant qu'il avait passé la nuit à étudier les caractéristiques architecturales du monument. Au Colisée, il émit l'idée qu'il faudrait le reconstruire et l'utiliser, mais qu'aujourd'hui, hélas, il fallait tenir compte des contraintes des finances publiques. Lundi 9 mai 1938. Je suis entré en gare de Florence par un train ordinaire 2 ou 3 heures avant le train spécial qui amènera Hitler, Mussolini et le cortège officiel. Sur le trajet Rome-Florence, toutes les fermes et jusqu'aux niches de chiens ont été repeintes à neuf. Dès que je retrouvai les deux hommes et dès qu'il m'aperçut, Mussolini lança « Ecco il nostro Salvatore, quello che sa tutto ». Voici notre sauveur, celui qui sait tout. En effet, je savais tout, car instruit maintenant de la mentalité des deux hommes, non seulement j'inventais sans hésiter ce que j'ignorais, mais je me livrais aussi à de petites expériences, orientant la conversation de façon à obtenir d'eux, mais surtout de Mussolini, des réponses toutes faites que je m'amusais à prévoir. C'était un petit jeu facile, mais qui me permettait de toucher du doigt combien Mussolini était influençable, prêt à défendre n'importe quelle thèse pour plaire à son interlocuteur. Oui, je savais tout. Ainsi, peu après, comme nous passions sur l'un des nombreux ponts de Florence, le Ponte alle Grazie, Mussolini me demanda la profondeur du fleuve. 1,75 m. Le chiffre lui sembla maigre, et je le justifiais en expliquant que le niveau était particulièrement bas en ce moment, mais qu'en période haute, il pouvait atteindre 4 ou 5 mètres. Ce qu'on trouva plus adapté à la grandeur historique de cette journée et de cette rivière. Pendant ce temps, Hitler était plongé dans ses pensées, rêveur. À Rome, il avait souvent répété que rien ne l'attirait davantage que Florence, qu'il considérait comme der Hauptpunkt, le point culminant de son voyage. Il pensait sans doute, ça y est, je suis à Florence où j'ai souvent voulu venir sans le pouvoir, et maintenant j'y arrive ainsi au milieu d'un peuple qui m'acclame. À Rome, les rues plus larges et des décors de contreplaqué et de carton-pâte, dont on avait embelli les artères, avaient tenu la foule à distance. À Florence, en revanche, la voiture fondait ce que l'on avait pris l'habitude d'appeler une foule océanique. Et gestes et ovations nous parvenaient directement. C'était une sensation physique, une sorte de massage électrique qui m'atteignait moi aussi, qui n'en était pourtant pas le destinataire. Et j'eus alors la sensation que pour ces deux hommes, ce contact électrisant était désormais irremplaçable. Que c'était un besoin qu'il fallait satisfaire régulièrement, sans lequel ils ne pourraient plus vivre, et qui leur procurait une espèce d'exaltation muette. Peut-être était cela pour eux la véritable raison de leur aventure.
Du haut de l'esplanade de Michel-Ange, Florence se dévoilait en l'un de ses plus beaux après-midi de printemps. Il avait plu la veille et l'air était transparent jusqu'au sommet bleuté des Alpes Apulanes. Les oliviers et les cyprès de Fiesole étaient aussi proches que si on les avait regardés au stéréoscope. Hitler resta longuement en contemplation. Des sons indistincts gargouillaient au fond de sa gorge. Puis il prit la parole et déclara « Enfin, je comprends enfin Böcklin et Feuerbach. » Et il enchaîna. Et dire que si le bolchevisme était passé, aujourd'hui, tout ceci serait détruit, comme en Espagne. La Toscane, la région du monde la plus riche en culture. Et dans une exaltation croissante, il martela d'une voix stridente en frappant de son poing ganté sur le parapet. Je ne tolérerai jamais qu'en Allemagne on défende à nouveau des idées pareilles. Il faut les extirper immédiatement avec toute la violence possible. Ici, en Italie, Mussolini a gagné l'estime de l'humanité. Pour Hitler, c'était vraiment l'après-midi de la sincérité. Cette idée hystérique, je dirais presque freudienne, du bolchevisme destructeur, que du reste aujourd'hui en Italie, beaucoup de gens sonores partagèrent avec lui, s'empara de sa cervelle au point qu'il voulut la répéter à Mussolini et qu'il y revint plusieurs fois au cours de l'après-midi, y compris au musée des Offices, devant un chef-d'œuvre de Michel-Ange, la Sainte Famille du médaillon d'or. Pendant ce temps, Mussolini s'ennuyait, parce qu'entre le Palais Pic et le musée des Offices, la visite traînait en longueur. Il passa près de moi, et avec un geste de la main qui semblait inviter à presser le pas, il murmura « Bon allez, on ne va pas y passer la semaine ». À Rome et à Florence, j'étais accompagné par un ami chargé de la même mission que moi, M. Kriegbaum, directeur de l'Institut allemand d'histoire de l'art de Florence. Il remplissait sa mission avec des sentiments proches des miens, en échangeant de temps à autre des regards avec moi. Mais il souffrait plus que moi de l'abjection où était tombé son pays. La guerre venue, je l'ai vu se consumer jour après jour et perdre sa brillante ironie, minée par la destruction des valeurs artistiques et culturelles en Europe, dans son pays comme dans le nôtre, jusqu'au jour où, sous le premier bombardement aérien de Florence, auquel avait-il toujours dit qu'il n'aurait voulu en aucun cas survivre, il trouva une mort qu'il n'avait sans doute rien fait pour éviter. Tandis qu'Hitler continuait sa visite, Mussolini se promenait dans les salles en compagnie de dignitaires fascistes locaux. Mais quand il vit le Führer en arrêt devant le médaillon d'Aune de Michel-Ange, il traversa une de ces salles pour venir se planter à ses côtés et écouter ce que son collègue artiste allait bien pouvoir dire du premier Michel-Ange qu'il voyait de sa vie. Et Hitler, les mains croisées à la hauteur du bas-ventre pour cacher, disaient les mauvaises langues, le dernier chômeur que comptait l'Allemagne, regardait le tableau en murmurant d'une voix de gorge, Michel-Ange, Michel-Ange, et se tournant vers Mussolini, et dire que si le bolchevisme était passé, Mussolini, tutto sarebbe distrutto. Mon carnet contient encore d'autres annotations que je n'arrive pas à déchiffrer, au sujet notamment de l'enthousiasme des deux personnages pour un spectacle de figurants masqués. Impossible de restituer une conversation. Pourtant, je retrouve une réplique, la duchesse ou la courtisane, et une réponse d'Hitler. J'aurais préféré la courtisane. On retrouve encore là chez Hitler, comme chaque fois que l'occasion s'en présentait, cet étalage caractéristique d'une admiration bruyante pour la beauté féminine qui se transformait en excitation réelle devant des tableaux de nus qu'il n'avait à l'évidence considérés que sous l'angle de la sensualité. En cela, comme dans toutes ses idées fondamentales, Hitler, le révolutionnaire, l'incendiaire, le créateur d'un ordre nouveau, le fondateur de la civilisation nazie millénaire, n'était finalement
que l'expression exaspérée et démoniaque de la petite bourgeoisie autrichienne et allemande la plus étriquée. Ma mission de guide du Führer s'acheva au seuil du Palazzo Vecchio. Cédant le pas aux personnalités, je m'éclipsais dans l'ombre de la cour sans prendre congé. Quant à rester dans l'ombre de cour, ce fut moins facile et il me fallut user de beaucoup de diplomatie et de fermeté. Dans les ministères italiens, on m'oublia rapidement, parce que je ne donnais plus signe de vie. Les Allemands, en revanche, me bombardèrent d'invitations pour donner des conférences en Allemagne sur la façon dont le Führer avait vécu l'art italien. Je déclinais tout. Je retrouve aussi dans mes archives la copie d'un télégramme envoyé à Rome le 16 mars 1939 pour me dispenser d'accompagner Göring et suggérer à notre collègue. Je voulais qu'on comprenne que je n'y avais pas pris goût. Mais aujourd'hui, je regrette que cet exemplaire si singulier de la faune nazie manque à ma collection. En revanche, je ne regrette pas d'avoir décliné la proposition de dernière minute de participer à une nouvelle rencontre entre Hitler et Mussolini le 28 octobre 1940, alors que les troupes italiennes étaient envoyées au-delà de nos frontières pour briser les reins de la Grèce. On me sollicita par téléphone au dernier moment et de façon pressante parce que la présidence du Conseil, ignorant mon identité, avait réclamé le même interprète que la dernière fois. Et ils avaient eu du mal à me retrouver et à me joindre. Je prétextais que j'avais un rhume. Et à l'autre bout du fil, la futilité de mon excuse dut paraître tellement énorme à son Excellence le Préfet qu'il me raccrocha au nez. Cette nouvelle aventure ne m'intéressait pas. Trop de sang avait déjà coulé. Il ne me restait qu'aversion et dégoût. C'è anche una storia bella qui sulla casa che durante la guerra sono passati i tedeschi. Il y a une très très belle histoire au sujet de la maison que vous avez vue, parce que la maison que vous avez vue, c'est la maison de M. Bandini, de Lucio Bandini. Il y a une très belle histoire. Pendant la guerre, les Allemands se sont présentés devant cette maison. Che volevano fare esplodere la casa. Et ils voulaient faire exploser la maison. Strada qui con le macerie della casa. E allora è venuto questo ufficiale tedesco e ha trovato un nonno che parlava tedesco. Un officier allemand s'est présenté à mon grand-père, puisque c'est le petit-fils de Bandini, de Lucio Bandini qui parle. Un officier allemand s'est présenté à mon grand-père et lui a dit, bon, mi dispiace, ma... Era un signore distinto e così, e quindi hanno cominciato a parlare e ha detto, mi dispiace, ma purtroppo dobbiamo fare questa cosa. E allora lui ha raccontato un po' tutta la storia della casa e gli ha detto che invece di Vittorio Alfieri, che era quel personaggio scritto... Alors mon grand-père a commencé à lui raconter toute l'histoire de la maison. Il lui a dit notamment que Vittorio Alfieri, le dramaturge italien, venait travailler régulièrement dans cette maison. La tragedia che stava qui d'estate, invece veniva Wolfgang Goethe. Et il a ajouté, mon grand-père, que venait également travailler l'été dans cette maison Wolfgang Goethe. Quindi, sì, però non era vero. C'est pas vrai, évidemment. E allora l'ufficiale tedesco era rimasto molto impressionato, si vede che era uno che ha studiato. Alors l'officier allemand était très impressionné d'entendre que Wolfgang Goethe avait travaillé dans cette maison. Goethe, le vieux Goethe, le grand Goethe. E quindi ha deciso di non far esplodere la casa per questo motivo. Et il a décidé de ne plus faire exploser cette maison pour cette raison-là. Per questo motivo, sì. E quindi tra l'altro il nonno aveva rubato a Palazzo Pitti a Firenze un cartello firmato da Kesserling. Et en plus, mon grand-père avait pris à Florence un certificat signé par le général allemand Kesserling qui attestait que cette maison, che diceva che questa era una casa molto storica, molto
storica che andava conservata, quindi ha fatto vedere. Il fallait absolument préserver. Ha raccontato la storia di Goethe e quindi questo ha spostato la bomba più avanti sulla strada e ha fatto una buca. Donc cet officier a pris la décision de faire exploser des bombes un peu plus loin, il a fait des trous partout, mais il n'a pas fait exploser cette maison qui date, en parenthèse, du XIVe siècle. Una grande buca così, e da quel momento nella saletta azzurra, quella Et depuis cette époque, c'è una piccola immagine di Goethe. dans la petite maison, dans la petite salle bleue que vous avez vue tout à l'heure, la salle des tapisseries, il y a quelque part une petite image de Goethe qui est devenue le saint protecteur de cette maison. Che è il santo protettore della casa, che in quel momento è rimasto come il nostro santo protettore della villa di Geggiano. Parce que cette maison s'appelle la Villa di Geggiano, donc adesso Goethe è il santo protettore. Ecco il figliolino di... E dunque ha salvato la casa, il suo nonno ha salvato la casa dicendo questa favola. Votre grand-père a sauvé la maison racontant une femme. Questa storia di Goethe ed è divertente perché c'è ancora lì questa piccola stampa che rimane per il racconto di questa storia, insomma. E allora per questo ufficiale tedesco è stato di sentire parlare di Goethe che forse sì, è rimasto impressionato, si vede che era un personaggio particolarmente... Très impressionné, l'officiellement était très impressionné par cette histoire. Insomma, comunque è stato un altro esperiente che è riuscito a trovare, insomma. Goethe ha salvato la casa. Sì. Goethe ha sauvé la maison. Disons, con grand-père, avec loro. L'aiuto del loro, sì. Allora, grazie. Grazie, mi fa piacere. Grazie. Molto bene, grazie mille. Grazie mille. Grazie.